professeur Stephen Hawking est peut-être décédé avant le lancement du télescope spatial James Webb. Néanmoins, en raison du vaste héritage spatial du défunt physicien, de nombreuses heures du nouveau télescope spatial seront consacrées à la démonstration de certaines de ces théories. L'une de ces théories est la toute dernière sur laquelle Hawking a travaillé avant sa mort, dans laquelle il défend une théorie des multivers qui implique qu'une copie exacte de vous existe dans un univers parallèle. Il n'est pas courant qu'une seule pièce d'équipement scientifique apporte autant de bénéfices, mais le JWST en apporte déjà. Il a finalement prouvé la théorie des multivers de Stephen Hawking, à laquelle s'opposent de nombreux scientifiques. Qu'est-ce que la théorie des multivers de Stephen Hawking? En quoi vous concerne-t-elle et comment le télescope spatial James Webb a-t-elle finalement prouvé cette théorie? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait d'autres créatures intelligentes dans l'univers, ailleurs que sur la Terre? Même si cela ne semble pas si effrayant, qu'en est-il de l'existence de copies de vous réparties dans l'univers? Cela signifie qu'il existe une forme exactement comme vous, qui fait ce que vous feriez. Cela peut paraître effrayant, mais cette théorie est soutenue par l'un des esprits les plus brillants de l'histoire de la science, le regretté professeur Stephen Hawking. Il a travaillé sur une hypothèse appelée la théorie des multivers, qui cherche à expliquer pourquoi il pourrait y avoir des répliques de vous dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. L'idée qu'il puisse y avoir des copies de vous signifie qu'il peut y avoir des copies de tous ceux que vous connaissez. Par exemple, une copie de cette planète ou de l'étoile du système solaire ou de toute la galaxie de la Voie lactée peut être dupliquée ailleurs. Mais en dehors de ces corps célestes, votre ordinateur ou votre voiture peuvent aussi avoir des copies. Qui fabrique toutes ces copies et combien de copies peut-il y avoir dans le cosmos? Ces copies sont-elles des faux? Voici un peu de contexte historique. Quant à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers, Bill Watterson a la réponse. Il a déclaré « Parfois, je pense que le signe le plus sûr de l'existence d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers est qu'aucune d'entre elles n'a essayé de nous contacter. » Bien sûr, il s'agit d'une réplique sarcastique et pleine d'esprit, basée sur le comportement humain plus que sur la vérité cosmique. Mais, plus sérieusement, la question préoccupe les humains depuis que nous sommes conscients. Selon Michael G. Crow, auteur du livre The Extraterrestrial Live Debate, en 1751-1900, le philosophe Aristote s'est penché sur la question au IVe siècle avant notre ère, affirmant qu'une soi-disant pluralité de mondes ne pouvait exister parce que chaque système solaire avait besoin d'un moteur principal pour fonctionner et qu'il était impossible d'en imaginer un nombre infini. À peu près à la même époque, Épicure a écrit une réplique remarquablement moderne à l'opinion aristotélicienne. Il suggère que les atomes sont en nombre infini et soutient qu'il existe une infinité de mondes semblables et différents d'une autre. Épicure affirmait que certains de ces mondes abriteraient une vie semblable à la nôtre. Bien que ces deux figures de l'Antiquité aient été fermement opposées dans le débat, elles avaient une chose en commun. Ils avaient une chose en commun, ou plutôt, ils manquaient d'une chose en commun. Ils ne disposaient d'aucune donnée d'observation sur laquelle fonder leurs opinions, ce qui signifie que la controverse sur la possibilité d'une vie extraterrestre a traversé le Moyen-Âge et la Renaissance jusqu'à nos jours. Par exemple, Carl Sagan, professeur à Cornell, dont la série télévisée publique Cosmos a permis de faire connaître les concepts de l'astronomie à un large public, a avancé un principe de médiocrité qui fait écho aux écrits d'Épicure. Selon lui, notre système solaire ou notre avion n'ont rien de spécial. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans l'univers, avec de nombreuses planètes capables d'abriter la vie et l'intelligence. Les cosmologistes John D. Barrow et Frank J. Tipler ont répliqué avec le principe cosmologique anthropique, arguant que même avec un univers rempli de planètes, il est difficile d'engendrer la vie sur l'une d'entre elles, et qu'il y a un grand pas à faire entre les organismes unicellulaires et les mammifères à gros cerveau capables de débattre de cosmologie. Nous devrions donc nous abstenir de juger si nous sommes seuls ou si nous ne sommes qu'une espèce surdouée parmi tant d'autres. Vous savez, Aristote et Épicure seraient heureux de découvrir que la discussion qu'ils ont entamée se poursuit 2001 ans après leur mort. Cependant, les scientifiques pensent que nous sommes à deux doigts de découvrir s'il existe des voisins intelligents dans l'univers et à quelle distance ils se trouvent de nous. Cette théorie est particulière parce qu'elle a été la dernière publiée par le professeur. En fait, cette dernière recherche de cet esprit vif a été soumise pour publication 10 jours seulement avant sa mort. Dans cet article, intitulé « A Smooth Exit from Eternal Inflation », qu'il a co-signé avec Thomas Hertog, physicien à l'Université catholique de Louvain en Belgique, Hawking a exposé une théorie sur l'origine de l'univers qui pourrait répondre à quelques questions persistantes. Cependant, bien qu'il s'agisse de son dernier travail, l'article était en fait un dernier regard sur l'une de ses premières théories. En fait, si le JWST contribue à prouver l'existence du multivers, les scientifiques qui en sont à l'origine seront probablement candidats au prix Nobel. Toutefois, les prix Nobel ne pouvant être décernés à titre posthume,
Hawking ne pourrait pas y prétendre. Qu'est-ce que la théorie des multivers et qu'en disent les physiciens décédés? La théorie des multivers suggère que notre univers, avec ses centaines de milliards de galaxies et ses innombrables étoiles couvrant des dizaines de milliards d'années-lumière, n'est peut-être pas le seul. Il pourrait exister un univers entièrement différent, éloigné du nôtre, et un autre, et encore un autre. En fait, cette théorie étonnante suggère qu'il pourrait y avoir une infinité d'univers, tous dotés de leurs propres lois physiques, de leur propre collection d'étoiles et de galaxies, et peut-être même de leur propre civilisation intelligente. En somme, notre univers pourrait n'être qu'un membre d'une multitude d'univers beaucoup plus vastes, un multivers. Cependant, la situation devient, comme certains le diront, plus effrayante, car l'implication du multivers est l'existence de sosies ou de copies. Selon cette logique, s'il existe réellement une infinité d'univers mais un nombre fini de façons d'arranger les particules dans chaque univers, alors les mêmes schémas sont destinés à se répéter un jour ou l'autre. Cela signifie qu'à une distance incroyable, il y aurait une copie exacte de vous en train de regarder la réplique exacte de cette vidéo. Et comme il existe un nombre infini d'univers, il y aurait un nombre infini de CES scénarios exacts qui se produiraient tous en même temps. Le concept de multivers apparaît dans quelques domaines de la physique et de la philosophie, mais l'exemple le plus marquant est celui de la théorie de l'inflation. La théorie de l'inflation décrit un événement hypothétique qui s'est produit lorsque notre univers était très jeune, âgé de moins d'une seconde. Pendant ce court laps de temps, l'univers a connu une période d'expansion rapide, se gonflant jusqu'à devenir plusieurs ordres de grandeur plus grands que sa taille précédente. On pense que l'inflation de notre univers s'est terminée il y a environ 14 milliards d'années. Cependant, l'inflation ne se termine pas partout en même temps. Il est possible que l'inflation se termine dans certaines régions, mais qu'elle se poursuive dans d'autres. Ainsi, alors que l'inflation s'est terminée dans notre univers, il se peut que l'inflation se soit poursuivie dans d'autres régions, beaucoup plus éloignées, et qu'elle se poursuive encore aujourd'hui. Des univers individuels peuvent se détacher d'univers plus vastes, en expansion, créant ainsi une mer infinie d'inflation éternelle remplie de nombreux univers distincts. Dans ce scénario d'inflation éternelle, chaque univers émergerait avec ses propres lois physiques, sa propre collection de particules, son propre arrangement de forces et ses propres valeurs de constantes fondamentales. Cela pourrait expliquer pourquoi notre univers a les propriétés qu'il a, en particulier celles qui sont difficiles à expliquer par la physique de base, comme la matière noire ou la constante cosmologique. Selon certains scientifiques, la plus grande preuve de l'existence d'un multivers est que la vie existe, en particulier une vie intelligente, capable de faire des observations cosmologiques. Il voit les choses de la manière suivante. Certains aspects de notre univers semblent particuliers et essentiels à la vie, comme la longévité des étoiles, l'abondance du carbone, la disponibilité de la lumière pour la photosynthèse et la stabilité des noyaux complexes. Mais toutes ces caractéristiques ne sont généralement pas présentes dans un univers aléatoire. Le multivers offre une explication au fait que toutes ces caractéristiques sont favorables à notre univers, à savoir que d'autres univers existent également. Néanmoins, nous observons celui-ci parce qu'il est capable d'accueillir une vie complexe. Cependant, selon Hertog, Hawking n'était pas satisfait de cet état de compréhension du multivers, et il a donc demandé à Hertog de se joindre à lui pour essayer d'apprivoiser l'univers. Les deux hommes ont alors travaillé à l'élaboration d'une méthode permettant de transformer l'idée d'un multivers en un cadre scientifique cohérent et testable. Le dernier article de Hawking propose un cadre de compréhension de l'univers qui rendrait le multivers fini, dénombrable et susceptible de faire l'objet d'un engagement significatif au moyen des outils de la science. En attendant, c'est une chose d'avoir une théorie, et c'en est une autre d'être capable de la prouver. Prouver la théorie du multivers est une étape compliquée en raison de ce qu'elle implique. La preuve nécessite de remonter dans le temps pour réexaminer un grand nombre de processus et d'événements qui se sont produits avant que nous ne soyons ici en tant qu'univers. Lorsque l'on parle de retour en arrière, on parle de périodes de plusieurs milliards d'années jusqu'au Big Bang, comme nous l'avons déjà mentionné dans cette vidéo. Où les scientifiques trouveront-ils l'outil qui leur permettra d'accomplir cette tâche? Les astronomes se sont pris d'affection pour le télescope spatial Hubble, qui mérite une place dans le Hall of Fame des télescopes. Le Hubble a été mis en orbite par la navette spatiale Discovery en 1990. Il évolue sur une orbite située à environ 547 km ou 340 miles au-dessus de la Terre. Il a la longueur d'un grand bus scolaire et pèse autant que 2 éléphants accros. Sur son orbite, Hubble parcourt environ 5 miles par seconde, ce qui revient à parcourir la côte et des États-Unis jusqu'à la côte ouest en 10 minutes.
Le Soleil est la source d'énergie de Hubble. Hubble prend des photos nettes d'objets dans le ciel, tels que des planètes, des étoiles et des galaxies. Hubble a effectué plus d'1 million d'observations. Il a notamment pris des photos détaillées de la naissance et de la mort d'étoiles, de galaxies situées à des milliards d'années-lumière et de morceaux de comètes s'écrasant dans l'atmosphère de Jupiter. L'avantage de Hubble dans l'espace est qu'il échappe à l'atmosphère terrestre, qui bloque la lumière venant de l'espace. Il a donc une meilleure vue que les télescopes terrestres. Hubble est très performant grâce aux instruments sophistiqués qu'il embarque. Par exemple, il possède des capteurs de guidage fin qui se fixent sur les étoiles. Les capteurs de guidage fin font partie du système de pointage et de contrôle et orientent Hubble dans la bonne direction. Le télescope est si sensible qu'il peut se verrouiller sur une cible située à 1 km de distance sans être déplacé de plus de la largeur d'un cheveu humain. Une fois la cible acquise, Hubble utilise son miroir primaire pour collecter la lumière. Ce miroir peut capter environ 40 fois plus de lumière que votre œil. La lumière rebondit du miroir primaire vers le miroir secondaire et ce dernier concentre la lumière à travers un trou dans le miroir primaire. De là, la lumière éclaire les instruments scientifiques de Hubble. Chacun de ces instruments a une façon différente d'interpréter la lumière. Il y a d'autres instruments sur le Hubble, mais jusqu'où peut-il voir dans le passé? C'est la même question que de savoir jusqu'où le télescope peut voir. Eh bien, l'objet le plus éloigné que Hubble ait vu est la galaxie GN11, qui se trouve à environ 13,4 milliards d'années-lumière. En gros, le Hubble a vu GN11 telle qu'elle était il y a environ 13,4 milliards d'années, et c'est la limite du télescope. Le Big Bang a eu lieu il y a environ 13 milliards 700 millions d'années, ce qui signifie qu'il y a un écart de 300 millions d'années entre cet événement et la distance à laquelle le Hubble peut remonter. Cet intervalle contient des informations cruciales. Fait amusant, la galaxie GN11 se trouve aujourd'hui à 32 milliards d'années-lumière de la Terre en raison de l'expansion constante de l'univers. C'est là qu'intervient la mère de tous les télescopes, le télescope spatial James Webb. Considéré comme le successeur du télescope spatial Hubble, le JWST est le plus grand observatoire spatial jamais construit. Il est doté d'un gigantesque bouclier solaire de 22 mètres sur 12, soit à peu près la taille d'un court de tennis. La fonction du bouclier est d'empêcher la chaleur d'interférer avec le fonctionnement du JWST, bien que sa taille soit environ le double de celle de Hubble. Le JWST est presque 2 fois plus léger, avec 6500 kg. Les miroirs plaqués hors du JWST ont un diamètre total de 6-5 mètres, ce qui est beaucoup plus grand que la plaque de 2-4 mètres de diamètre de Hubble. Cette plus grande surface permet au JWST d'avoir une vision 15 fois plus large que celle de Hubble. Après son lancement dans l'espace, le JWST sera en orbite autour du Soleil, volant jusqu'à 1 500 000 km de la Terre à des températures atteignant moins 223 degrés Celsius. À titre de comparaison, la Lune se trouve à 384 400 km, tandis que le télescope spatial Hubble ne vole qu'à 570 km au-dessus de notre planète, comme nous l'avons vu plus haut. En raison de l'énorme distance qui sépare le JWST de la Terre, il ne pourra pas être entretenu par les astronautes en CA de défaillance ou de besoin de ravitaillement. Grâce à l'instrument infrarouge, le JWST peut se concentrer sur des objets brillants tels que des galaxies très lointaines. Le JWST, dont le coût s'élève à 10 milliards de dollars, a pour mission d'examiner la première lumière de l'univers et les objets célestes qui se sont formés peu de temps après le Big Bang, ainsi que d'étudier la formation et l'évolution des galaxies, étudier l'atmosphère d'exoplanètes lointaines, capturer des images de planètes de notre propre système solaire et trouver des preuves de l'existence de la matière noire. Il est intéressant de noter que Hawking a contribué à l'élaboration de la théorie qui a conduit à l'idée d'une infinité d'univers parallèles, à savoir la théorie de l'inflation éternelle. Mais il a admis n'avoir jamais été un partisan du multivers lors d'une interview. Il aurait déclaré « La théorie habituelle de l'inflation éternelle prédit des univers parallèles que, globalement, notre univers est comme une fractale infinie, avec une mosaïque de différents univers de poche séparés par un océan en expansion. Les lois locales de la physique et de la chimie peuvent différer d'un univers de poche à l'autre, ce qui formerait un multivers. Mais je n'ai jamais été un fan des multivers. Si l'échelle des différents univers dans le multivers est grande ou infinie, la théorie ne peut pas être testée. Hawking et Hertog se sont appuyés sur la théorie des cordes, une branche de la physique qui tente de réconcilier la physique quantique avec la gravité et la théorie de la relativité d'Einstein. Ils ont proposé une nouvelle idée d'inflation éternelle qui repose sur l'existence d'une limite au début du temps. L'idée suggère que lorsque l'on retrace l'évolution de notre univers dans le temps,
on arrive à un moment donné au seuil de l'inflation éternelle, où notre notion familière du temps cesse d'avoir un sens. À partir de cette limite, la nouvelle théorie prédit une structure finie d'univers émergeant du Big Bang. Si cette théorie s'avère exacte, elle suggère que d'autres univers comme le nôtre auraient pu émerger à ce moment-là, et qu'il pourrait même y avoir des ondes gravitationnelles primordiales correspondant à l'inflation de l'univers. Mais ce nouveau modèle est encore loin d'être prouvé, et les physiciens auront besoin de plus de données et d'une meilleure compréhension de la théorie des cordes avant que cela ne soit possible. L'article laisse également entendre qu'il pourrait être possible de tester cette théorie. Toutefois, les instruments existants à l'époque n'étaient pas assez sensibles pour trouver des preuves de cette théorie, mais cela n'empêche pas les scientifiques d'essayer. Les physiciens pourraient rechercher des preuves de l'existence d'autres univers en utilisant des outils conçus pour mesurer les ondulations de l'espace-temps, également connus sous le nom d'ondes gravitationnelles primordiales, qui auraient été générées par l'expansion initiale de l'univers à la suite du Big Bang. Vous pouvez être sûr que si une théorie du cosmos apparaît aujourd'hui, la NASA commencera à l'étudier dès demain. Il n'est donc pas surprenant que la NASA ait consacré des ressources à la recherche d'univers parallèles, et les résultats sont fascinants. La quête de l'univers parallèle où le temps s'écoule à l'envers a conduit la NASA non pas dans l'espace lointain, mais dans l'Antarctique, l'un des endroits les plus froids de la planète. Le projet a été baptisé ANITA, ce qui signifie Antarctic Impulsive Transient Antenna, antenne transitoire impulsive antarctique, et il a été mené en collaboration avec de nombreux partenaires, dont l'Université d'Hawaï. ANITA est une expérience réalisée à partir d'un ballon stratosphérique dont les antennes radio sont orientées vers la Terre, afin de détecter les ondes radio émises par des neutrinos très rares et très énergétiques lorsqu'ils heurtent un atome dans la glace. En tant que radiotélescope, ANITA est le premier observatoire de la NASA pour les neutrinos de toutes sortes. Les neutrinos présentent un grand intérêt pour les astrophysiciens, car ils sont la seule particule qui peut atteindre la Terre sans être atténuée à toutes les énergies. Cela est particulièrement intéressant à haute énergie, où d'autres particules et photons interagissent avec les photons du fond de micro-ondes, ceux qui les empêchent de se propager et de survivre sur de longues distances astrophysiques. En d'autres termes, si vous voulez voir l'univers à très haute énergie, vous devez le voir à travers la lumière des neutrinos. L'instrument ANITA détecte ces neutrinos de très haute énergie en utilisant l'effet Iskarian. Cet effet prédit la production d'émissions radio cohérentes à partir d'une cascade de particules produites lors d'une interaction de particules à haute énergie. En d'autres termes, ANITA détecte une rupture dans les fréquences radio causée par l'interaction de notre neutrino de très haute énergie. Pour détecter cette émission radio, les impulsions iskariennes, les scientifiques ont besoin d'un milieu radiotransparent dans lequel l'interaction se produit, et de beaucoup de milieux, car ces interactions sont rares. Le sel, le sable et la glace sont des matériaux radiotransparents. Il est également nécessaire de disposer d'une zone relativement calme sur le plan radioélectrique, car les impulsions iskariennes sont des signaux très faibles. ANITA a détecté un neutrino de haute énergie provenant de la glace de l'Antarctique, et les résultats ont suscité un débat parmi les physiciens. Certains affirment que les neutrinos proviennent d'un monde ou d'un univers parallèle où le temps s'écoule à l'envers. Toutefois, d'autres scientifiques estiment qu'il existe d'autres explications aux neutrinos détectés par ANITA et mettent en garde contre des conclusions hâtives sur l'existence d'un univers parallèle. Bien sûr, les scientifiques doivent débattre de tout, mais nous sommes ravis que les humains soient aussi près que possible de détecter l'existence d'autres formes de vie intelligentes habitant des univers parallèles. Elon Musk est une autre personne qui a des idées sur les univers parallèles. En tant que PDG de SpaceX, une société d'exploration spatiale, il n'est pas surprenant qu'il soit un passionné de science. Il encourage les humains à vivre en permanence sur Mars, et bien qu'il soit peu probable que nous trouvions des extraterrestres sur la planète rouge, Musk a également des points de vue intéressants sur la théorie des multivers. Il pense que nous sommes tous piégés dans une pseudo-expérience de type Matrix. Il l'a révélé lors d'une session de podcast avec Joe Rogan, qu'il fréquente parfois. Selon Musk, l'univers étant vieux de 8 milliards d'années, toutes les civilisations qui ont pu naître dans le cosmos ont eu suffisamment de temps pour perfectionner leur savoir-faire technologique. Selon lui, si nous supposons un taux d'amélioration quelconque, les jeux ne pourront plus être distingués de la réalité où la civilisation s'éteindra. Il ne peut s'agir que de l'un des deux. Cela signifie que nous sommes très probablement dans une simulation parce que nous existons. Il a ajouté « Je pense qu'il s'agit très probablement d'une question de probabilité. Il existe de très nombreuses simulations. On pourrait tout aussi bien les appeler réalités ou multivers. » Musk pense que le substrat, ou CE qui alimente les simulations, est probablement ennuyeux par rapport à la simulation elle-même. Il s'appuie pour cela sur notre expérience des jeux vidéo.
La plupart des joueurs jouent parce que le jeu est plus intéressant que le monde réel. Par exemple, les personnes qui n'ont jamais participé à une bataille prennent plaisir à jouer à des jeux de guerre. Il en va de même pour les joueurs de jeux de course qui apprécient de dévaler les autoroutes et d'écraser leur voiture avec un abandon irréfléchi parce qu'ils ne peuvent rien faire de tout cela dans la vie réelle. Si nous sommes dans une simulation, notre vie est probablement plus excitante que celle des personnes qui contrôlent le jeu. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous vous ennuierez. En attendant, n'oubliez pas que Musk et Rogan ont siroté du whisky tout au long de l'émission. À un moment donné, l'humoriste a allumé un joint et Musk a tiré une bouffée. La marijuana est illégale en Californie, où l'émission a été enregistrée, soit dit en passant. Entre-temps, de nombreux scientifiques continuent de s'opposer à la théorie des multivers, ce qui la rend très controversée. Certains scientifiques ont exprimé publiquement leurs préoccupations en affirmant qu'il s'agit d'une théorie entièrement métaphysique. Ils affirment qu'il ne s'agit en fait que d'une idée, présentée comme un moyen pratique de combler certaines lacunes explicatives, certes importantes, de nos théories actuelles. En ce sens, elle est utilisée de la même manière que les philosophes mécaniciens des XVIIe et XVIIIe siècles, comme Isaac Newton, utilisaient Dieu. De plus, ils soulignent que la théorie des multivers n'est pas vraiment une théorie. Au sens propre, elle ne s'accompagne pas d'un ensemble reconnu et accepté d'équations mathématiques pouvant être utilisées pour effectuer des calculs et des prédictions. Cela signifie qu'il n'y a aucune perspective de connexion significative avec des données empiriques, du moins pour l'instant. Un autre argument est que les théories ne peuvent même pas être testées et qu'elles ne peuvent donc être ni prouvées ni réfutées. Comme Dieu ou l'astrologie, elles n'ont pas leur place dans la science. Un autre argument contre le multivers est qu'il n'a pas le même statut que des théories scientifiques familières et bien établies comme la relativité et la mécanique quantique, ceux que les théoriciens du multivers auraient souvent négligés. Cela induit en erreur le public qui prend ces théories pour de la science reconnue, une situation qui ne peut qu'être préjudiciable à la perception et à l'acceptation de l'autorité de ces théories par le public. Par ailleurs, les opposants au multivers affirment que certains théoriciens du multivers semblent désireux de redéfinir ce qu'est la science. Ils veulent se débarrasser de la méthode scientifique, affaiblir le lien essentiel entre la théorie et les faits empiriques, en reléguant l'exigence de preuves à l'arrière-plan. Nous vous invitons à nous dire ce que vous pensez de la théorie des multivers.